Good Morning Business, le grand entretien. Notre invité ce matin, c'est Antoine Arnaud, le directeur général de Berluti, le président de l'Europiana et responsable aussi de l'image et du développement chez LVMH. Merci beaucoup d'être avec nous, Antoine Arnaud. Merci à vous. À l'occasion notamment des journées particulières de LVMH, l'ouverture des grandes maisons du groupe au public. Vous le faites régulièrement, tous les 2-3 ans. Ouais. On va en parler évidemment, mais j'ai une première question parce que j'ai vu votre communiqué sur les résultats trimestriels de LVMH il y a 2 jours. Alors, nous, on parle tous les jours avec l'heure de crise, de récession, d'inflation. Alors vous, vos résultats sont exceptionnels, plus de 20% de progression dans toutes les divisions, dans toutes les activités. Mais alors, j'ai vu votre directeur financier. Nous verrons ce qui va se passer, mais nous ne sommes pas particulièrement inquiets par la situation de l'économie mondiale. Est-ce que LVMH, comme d'ailleurs beaucoup d'autres groupes de luxe, n'est pas en crise, ne voit pas la crise venir ? D'abord, bonjour, merci de signaler ces bons résultats. C'est vrai, mais ils sont le fruit d'une stratégie de long terme, d'une stratégie réfléchie et créée par mon père il y a une trentaine d'années. Il s'y est toujours tenu. Et je pense que ce que Jean-Jacques Guiony veut dire par là, c'est qu'on ne regarde pas à un horizon à un trimestre, 2 trimestres, mais plutôt à très long terme. Donc qu'il y aura peut-être une crise, une récession dans certaines zones dans les prochains mois, mais néanmoins ça n'empêche pas que le groupe LVMH continuera sur cette stratégie, dans sa droite ligne, de créer des produits de grande qualité, de continuer à faire les choses de manière responsable, et qu'en général, quand on se tient à sa stratégie et qu'elle est payante, au bout du compte, les résultats sont là. Dans une période d'inflation, on voit l'effet que peut avoir une publication de résultats qui sont très bons. C'est le cas de Total qui est aujourd'hui face à un conflit social important. Est-ce qu'il y a aussi chez vous une tension sur les salaires ? Chez Total, ils ont négocié sur 7%, c'est la base de ce matin. Est-ce qu'il y a des demandes du même niveau chez vous ? Alors, chez LVMH, nos employés sont assez bien payés. Et si on fait une moyenne, je sais que les moyennes sont souvent un peu difficiles à lire, mais la moyenne du salaire, le salaire moyen chez LVMH est de 52 000 €, sans la participation, sans l'intéressement et sans les primes. Bien évidemment que nous avons des discussions régulières avec nos salariés. Nos départements RH sont surtout en ce moment mis à contribution pour réfléchir à la meilleure manière de combler cette inflation. Les discussions sont en cours. On a une participation à intéressement moyenne de 9 000 € par employé. Je crois que dans les groupes comparables, on est plutôt aux alentours de 2 000 – 2 500 €. On a évidemment été parmi les premiers à annoncer une prime de partage de la valeur au moment où l'inflation a frappé fort en septembre. Donc je ne dis pas qu'on ne fait rien, au contraire, on est très actif sur ce point-là. C'est pour l'instant serein. C'est serein et on va parler un petit peu des journées particulières. Vous verrez que nos salariés travaillent dans de bonnes conditions, à 98% en CDI, et que la précarité de l'emploi, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup chez LVMH. Justement, tous les grands patrons font face à ce qu'on appelle la guerre des talents. Il y a beaucoup de tensions sur le marché de l'emploi. Il faut convaincre les talents français et étrangers de venir travailler pour LVMH. Il y a les salaires, c'est important. Pas que, il y a beaucoup de jeunes qu'on reçoit sur ce plateau qui, la première chose qui vient, alors je ne sais pas s'ils sont sincères ou pas, c'est la raison d'être. Pourquoi je travaille ? Est-ce que je vais changer le monde ? Est-ce que je vais améliorer le monde ? Quand vous êtes face à un jeune diplômé ou une employeur qui veut rentrer chez vous, qu'est-ce que vous lui dites pour le ou la convaincre de venir travailler pour LVMH ? Alors vous avez raison, il faut les convaincre maintenant, et le marché de l'emploi est très, très concurrentiel. On bénéficie tout de même d'une assez belle image. Je pense que les gens connaissent nos maisons, connaissent notre groupe, connaissent nos valeurs. Quand on entre chez LVMH, on entre dans un groupe familial. Ce sont d'ailleurs souvent des maisons, les 75 maisons, qui étaient à la base des entreprises familiales que nous avons reprises. Il y a beaucoup de membres de la famille d'origine qui continuent à travailler dans les différentes maisons du groupe. Il faut les convaincre aussi en parlant de notre engagement environnemental, de nos engagements sociaux et de diversité et d'inclusion. Ce sont des thèmes qui sont de plus en plus importants. Il faut montrer patte blanche sur tous ces sujets-là. On remarque aussi sur nos différents sites internet que les petites icônes qu'on voyait avant en bas à droite, un peu cachées, désormais elles sont bien mises en avant sur sustainability, environnement, développement durable. Et on constate aussi que sur ces sites, les gens cliquent de plus en plus pour lire ce qu'on a à raconter. Les vendeurs et les officiels de vente dans les magasins
sont hyper formés là-dessus pour pouvoir répondre aux questions des clients parce qu'on leur en pose de plus en plus. Justement, ces journées particulières, là, c'est à partir d'aujourd'hui et tout le week-end, vous ouvrez ces 55 maisons. On peut visiter les salons Dior, avenue Montaigne. Il y en a partout dans le monde entier, même à New York, c'est ouvert. On peut aller chez Tiffany's notamment. Ouais. Ça sert à ça, à ouvrir et à montrer comment on travaille chez LVMH. Un peu, venez voir par vous-même. C'est ouvert évidemment au grand public pour voir les marques, mais c'est aussi ouvert aux talents pour les convaincre que chez vous, il y a quelque chose de différent. Absolument. C'est une opération de marque employeur, c'est ça que je voulais... Alors, c'est pas comme ça qu'on l'a réfléchi. C'est un événement qui a 10 ans maintenant, enfin 11 ans cette année. On voulait faire les 10 ans l'an dernier, mais bon, pour les raisons que vous connaissez, on l'a décalé d'une année. À la base, ça a été créé pour montrer les conditions de travail, montrer que les artisans étaient heureux, fiers, passionnés de travailler dans nos ateliers, montrer qu'il y avait une infinité de savoir-faire. Et c'est vrai que ça s'est un peu transformé, pas en opération de recrutement, mais en opération de mise en lumière de ces savoir-faire, de ces conditions de travail et de ce pouvoir formidable de la transmission chez LVMH. Il y a plein d'exemples de jeunes qui sont venus lors de la première édition en 2011 et qui ont dit j'ai découvert le savoir-faire bottier, le savoir-faire joaillier lors de ma visite quand j'avais 17 ans aux journées particulières chez Berluti, chez Louis Vuitton ou ailleurs. C'est votre truc, hein, c'est vous qui les avez lancés, les journées particulières. Oui. D'ailleurs, c'est vous qui vous mettez en scène dans le petit film de promotion. Est-ce que c'était facile, par exemple, de convaincre votre père, par exemple, d'ouvrir toutes ces maisons au public avec pas une grande transparence, mais quand même, il y a des discussions avec les salariés, c'est ouvert. Oh bah, vous savez, une bonne idée, en général, il ne faut pas s'y prendre à 2 ou 3 fois pour aller convaincre les gens que c'en est une. C'était assez évident, surtout à ce moment-là où il y avait un petit déficit d'image. On était dans plusieurs histoires de business qui peut-être faisaient paraître le groupe dans une image qui n'était pas complètement juste, alors que tout ce qu'on voyait à chaque fois qu'on allait dans les ateliers, c'était de la passion, c'était du plaisir. Et donc l'idée a été assez simple à Dans ce petit film qu'on voit derrière vous, dont parle Laure, on vous voit apprendre le point de chausson. Oui. C'était compliqué ou pas? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je ne sais toujours pas réellement le faire, d'ailleurs. C'est évidemment pas moi qui fais les derniers points. On voit l'ouvrière qui fronce les yeux, ou la chef d'atelier qui la première d'atelier. Convaincue. Non, elle n'est pas convaincue. Mais c'était très amusant à faire. Vous avez plusieurs fois utilisé le mot famille, groupe familial. Alors c'est un peu le paradoxe de LVMH, c'est qu'à la fois c'est un immense groupe boursier, première capitalisation française, première européenne, ça dépend des moments, mais enfin en gros quand même, vous êtes un groupe boursier et en même temps vous êtes un groupe familial, vous le disiez, avec notamment le contrôle par le groupe familial de 47% du capital, 63% des droits de vote et une transmission qui est en marche désormais. En général, votre père Bernard Arnault n'aimait pas en parler, là il l'a fait, il est en train de transformer la holding en société en commandite. Vous serez avec vos 4 frères et sœurs, évidemment Delphine, Alexandre, Jean et Frédéric. Vous n'avez pas peur de gouverner à 5 à un moment donné? Il faut bien que quelqu'un tienne le manche, non? Alors, pour l'instant, le manche, il est très bien tenu. Par Bernard Arnault, par mon père Bernard Arnault. Mais c'est important aussi, compte tenu de ce qui se passera le plus tard possible, dans les 20, 30 prochaines années, d'avoir conscience de cette responsabilité. Nous sommes une fratrie unie et nous avons besoin de nous parler, de parler des sujets qui concernent le groupe. Donc je trouve ça très sain, au contraire, d'avoir créé cette commandite pour non pas assurer réellement le contrôle familial, parce qu'il l'est de fait, mais en revanche créer cette espèce d'organe où on va discuter des sujets et se voir formellement et très régulièrement pour parler de la stratégie. Vous n'avez pas une clause du contrat qui vous oblige à vous entendre? Mais on s'entend très bien. Pas de problème. Pas de sujet. On a été élevés à peu près ensemble, même s'il y a un petit différentiel de génération. On se voit très souvent et on s'entend bien. Presque tous vous occupez des fonctions opérationnelles au sein du groupe. On le disait pour vous-même, notamment Berluti et l'Europiana. Est-ce que vous avez l'impression, pardon de vous poser la question, que votre père observe comment les uns et les autres, on a déjà reçu vos frères Alexandre et Frédéric, comment chacun se débrouille à la tête des grandes maisons du groupe, et qu'au fond, la compétition est ouverte. Et vous mettez des notes un petit peu, peut-être? C'est pas une compétition, c'est pas une course. On a tous aussi des personnalités différentes, des qualités différentes,
des passions différentes, et je crois que c'est un bel ensemble quelque part, et c'est positif pour mon père de constater que ses enfants sont pas tous justement des clones avec les mêmes qualités, et que c'est pas une espèce de course comme certains articles pouvaient parfois le laisser entendre. Après, oui, alors dans des entreprises différentes, on va chacun pouvoir exprimer son talent. Vous voyez, moi je m'occupe de la communication et de l'image du groupe, de la partie environnementale qui me passionne et que je trouve extrêmement stratégique et que c'est un sujet sensible en ce moment. Alexandre, lui, il est chez Tiffany à New York, et il a réussi déjà à relancer cette belle endormie en l'espace de 2 ans. Frédéric dans les montres, ma sœur, elle est vice-présidente de Vuitton, qui est quand même la locomotive du groupe, et Jean qui vient d'entrer chez Vuitton sur la partie montre. Non, il faut pas caricaturer ce sujet de fratrie. On n'est pas dans la série télé. On s'entend bien. On a conscience de l'importance de cette responsabilité, et c'est clairement un poids. C'est une formidable opportunité pour nous. Hein. Et évidemment, on se plaint absolument pas, mais c'est aussi une responsabilité sur les épaules. On en a parfaitement conscience. Vous êtes en charge de l'image, la communication et la sobriété et l'environnement. Et justement, avec les questions de sobriété, c'est profondément lié ces 3 sujets. La communication aujourd'hui sur l'énergie est très importante. Comment on fait rêver quand on est un groupe de luxe comme le vôtre et qu'on doit éteindre les vitrines ? Alors, c'est une décision que nous avons prise il y a 3 semaines environ. On était, je crois, les premiers, en tout cas le premier grand groupe à annoncer qu'on allait, même avant que la loi nous y oblige, éteindre à 22h. On essaie de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais je crois qu'il faut aussi se souvenir que le luxe, c'est probablement un des secteurs les plus durables. Moi, j'ai été très frappé il y a plusieurs années. Pour les vêtements. Alors, c'est pas forcément le cas du tout pour la mode, ce qu'on appelle la mode. Mais la mode, qu'on le veuille ou non, il y a une très très grande partie qui est ce qu'on appelle la fast fashion, avec ces lignes de 500 000 t-shirts produits en 3 jours, dont on en jette 400 000. Mais il y a le luxe. Et le luxe, c'est des petites séries. Il y a très peu d'invendus. C'est fait de manière extrêmement responsable. Alors j'en suis le responsable personnel. Donc sur les questions de traçabilité, sur les questions de préservation de la biodiversité, d'impact carbone. Donc je dis pas qu'on est parfait. Évidemment, on continue à essayer de plus en plus de tendre vers cette exemplarité. On a des objectifs très clairs. D'ailleurs, j'invite vos téléspectateurs et vos auditeurs à aller regarder ça sur notre site. Des objectifs réalistes, quantifiables, clairs. Sur certains items, on est un peu en avance. Sur d'autres, on est un petit peu en retard. Au moins, on le dit, c'est clair et lisible. On aimerait avoir votre avis aussi, pour finir, sur l'état du monde quand même, parce qu'on est tous très inquiets de cette évolution des prix de l'énergie, des matières premières, les tensions géopolitiques, la récession que le FMI nous annonce dans beaucoup de zones du monde, y compris en Europe, notamment en Allemagne. Beaucoup d'analystes financiers qu'on a consultés avec Laure il y a 2 jours, quand vous avez publié vos résultats, nous disaient mais on ne croit pas que LVMH va continuer à avoir une croissance à 2 chiffres au cours des prochains trimestres. C'est possible que LVMH, à un moment donné, fasse moins de 10% de croissance sur son chiffre d'affaires. Ils sont trop optimistes, les analystes nous disaient. C'est vrai. Bon, écoutez, on ne peut pas toutes les lire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le groupe LVMH est très bien construit et très bien réparti géographiquement. Donc, quand une zone souffre un petit peu, elle est très souvent compensée par une autre zone. La Chine souffre par rapport à ce moment. La Chine souffre un petit peu, mais alors, l'avantage qu'on a en Chine, c'est qu'il y a très longtemps, on a ouvert très très belles boutiques, de très grandes boutiques qui pendant longtemps n'étaient pas complètement remplies de clients, il faut le reconnaître, qui désormais, étant donné que la clientèle chinoise ne peut pas voyager, sont remplies. Et donc on performe quand même plutôt bien en Chine compte tenu de la situation sanitaire. Et puis de temps en temps, ils ferment leur région et leur ville. Donc ça, évidemment, on est obligé de fermer à ce moment-là. Donc on est bien répartis géographiquement, mais on est aussi bien répartis en termes de branches. C'est-à-dire que la mode Maro, quand elle fonctionne peut-être un tout petit peu moins fort... Maro, c'est maroquinerie. Hein. Pardon, excusez-moi. Non, notre jargon, mode maroquinerie. Eh bien, on a les parfums et cosmétiques qui se remettent à mieux fonctionner. Montre joaillerie, qui, depuis que Tiffany a rejoint le groupe, performe extrêmement bien. Donc, il y a une espèce d'alchimie quand même assez bien faite, qui fait qu'on est plutôt... Je ne dis pas qu'on est immune à la crise, du tout, mais... On est plutôt bien préparé en tout cas. Un mot pour terminer sur la Russie. Danone a annoncé ce matin à 8h qu'il quittait le pays. Sephora, vous avez laissé Sephora aux équipes sur place. C'est terminé, c'est sans retour, on fait une croix sur ce pays ? Alors, ils l'ont annoncé aujourd'hui. Nous, on l'a annoncé, je crois, le 1er mars. Oui. Donc, c'était quelques jours après le début du conflit. On a fermé nos boutiques et nous avons aussi annoncé qu'on payait tous nos salariés full package jusqu'à la fin du conflit.
Et Sephora donc été repris par une entreprise locale qui s'appelle Île de Beauté. Et bah oui, mais ces gens-là, ils ont envie de travailler. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont payés à rester chez eux, à rien faire. C'est quand même pas très agréable. Et Sephora, c'est un peu une autre histoire. D'ailleurs, le projet était déjà dans les tuyaux avant le début du conflit. Je dis pas que c'est fini. Il faut jamais trop prédire l'avenir ni l'insulter. On ne sait pas ce qui va se passer en Russie. Personne ne sait. J'ai bon espoir qu'un jour, quand tout ça sera terminé, on puisse rouvrir et rouvrir nos boutiques, mais aussi y retourner. Merci beaucoup, Antoine Arnaud, directeur général de Berluti, président de l'Europiana, et donc en charge, on l'a bien vu, de l'image, la communication et l'environnement du groupe LVMH.